Présentation, prise de parole. En reprenant dans un nouveau format et avec quelques modifications la traduction de la phénoménologie de l'esprit que nous avions publiée en 1991, nous voudrions redire la conviction philosophique qui nous avait incité à ce travail. Ce livre est le premier dans l'histoire de la pensée allemande, voire occidentale, où la langue de l'auteur joue un rôle aussi distinctif et décisif, et il convient de ne plus traduire comme un opus écrit en langue morte, mais comme une œuvre de littérature philosophique parlée, avec le souci non préservé au plus près du sens et des effets, l'économie et la fluidité singulière, ou si l'on veut, la rhétorique intrinsèque, non point aux dépens de sa rigueur, mais en fonction même de la nature de celle-ci, s'il avait fallu attendre plus de 130 ans pour que ce chef-d'œuvre de la philosophie universelle fût traduit en français. C'était sans doute en raison de priorités concurrentes produites par l'histoire de la philosophie ou par la stratégie de ses acteurs, et parce qu'il présentait des difficultés majeures et certaines spécificités que les traducteurs des autres œuvres de Hegel ou de philosophes contemporains autorisaient donc a priori, voire encourageaient les traducteurs de ces œuvres à recourir d'autant plus constamment aux procédés d'éclaircissement légués par la tradition dans le domaine philosophique, adoption d'un code lexical fixe, production de néologismes, introduction d'éléments d'explication dans le cours du texte, traduction des démonstrations par les groupes nominaux correspondants, usage répété de la note en bas de page, etc. Tous procédés qui accroissent inévitablement le volume général du livre, allongeant ou prolongeant la lecture du texte, selon une stratégie du moindre mal. On ne peut nier l'intérêt et le caractère naturel et rationnel de cette démarche, dès lors que la compréhension des énoncés de Hegel par le lecteur est à l'inverse ralentie bien souvent, y compris dans l'original, par des interrogations des lecteurs sur le sens des énoncés, et notamment sur les liens qu'il établit par des rappels pronominaux entre toutes ces propositions. Si l'auteur a toujours en tête le concept repris en aval par des pronoms, la continuité n'est pas aussi évidente et fluide pour le lecteur, a fortiori dans le cas des traductions, quand le système pronominal de sa langue est moins riche qu'en allemand, ce qui est le cas du français comme des autres langues romanes. Il n'a que deux genres, masculin et féminin. Il n'a pas de déclinaison. Les possessifs ne différencient pas les possesseurs, et les rapprochements des mots dans l'espace y sont entravés par des agencements du discours moins plastiques. L'irremplaçable apport de la première traduction française par Jean Hippolyte en 1939 à 1941 fut de prendre en considération ces difficultés. Non seulement elle fit découvrir la totalité du texte, après les travaux de John Wall et les cours d'Alexandre Kojève, mais elle en facilita l'analyse, y compris pour de nombreux lecteurs de langue allemande. Cet effet fut d'autant plus prégnant qu'elle fut suivie, peu après, un commentaire intégral de la phénoménologie par son traducteur, qui est d'une clarté exemplaire. Mais cette démarche produisait une phénoménologie démunie de ce qui était à la fois son mode d'expression et son principe moteur fondamental,
pour des raisons qui tiennent d'une part aux conditions de sa genèse, précipitée à certains égards largement orale, et d'autre part au projet philosophique de l'auteur, tel qu'il l'expose par exemple dans un prospectus rédigé pour un journal dont il était le rédacteur, en insistant à une coda sur sa rupture volontaire avec la langue philosophique en usage. Ce volume expose le savoir en devenir. La phénoménologie de l'esprit doit venir à la place des explications psychologiques ou des discussions abstraites sur ce qui fonde le savoir. Elle examine la préparation à la science dans une perspective qui fait d'elle une science nouvelle, intéressante, la première science de la philosophie. Elle appréhende les différentes figures de l'esprit comme autant de stations du chemin par lequel celui-ci devient savoir pur ou esprit absolu. C'est pourquoi dans les principales subdivisions de cette science, qui se redivisent chacune à leur tour en plusieurs temps qu'esprit éthique, cultivé et moral, et finalement comme esprit religieux dans ses formes diverses, la richesse des manifestations de l'esprit qui dans un premier temps se présente au regard comme un chaos, est disposée dans un ordre scientifique qui les expose selon leur nécessité, dans lesquelles les manifestations incomplètes se résolvent et passent dans des manifestations supérieures qui sont leur prochaine vérité. Elles trouvent d'abord la dernière vérité dans la religion, puis dans la science, en ce que celle-ci est le résultat du tout. Dans la préface, l'auteur s'explique sur ce qui lui semble être un besoin de la philosophie au point où elle en est aujourd'hui. Outre cela, sur le caractère prétentieux et sur la bêtise des formules philosophiques qui rabaissent présentement la philosophie. Enfin, sur ce qui est important chez elle et dans son étude. Un deuxième volume contiendra le système de la logique comme philosophie spéculative et des deux autres parties de la philosophie, les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Le culot de ces mots n'était pas le produit d'une intention publicitaire. Il touchait à la chose même et à certains égards venait de loin. Un désir de prise de parole dans la philosophie qui connut une longue jeunesse.